Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut les beaux amours! Je suis de retour au Cool Club pour un nouvel épisode de l'École de la vie sur un sujet qui me surprend moi-même. Je ne pensais pas aborder ce sujet-là, mais ça m'a été proposé. Puis je me suis dit, ben oui, c'est vraiment intéressant. Vous savez, dans le monde du podcast, j'ai l'impression qu'on parle souvent du travail, mais en mode entrepreneurial. On est comme la vie de gens qui se lancent en business, puis tout ça, travailleurs autonomes. Mais on parle rarement des gens qui ont un emploi. Puis comment s'épanouir au travail. Puis je me suis dit, hey, je pense que ça serait vraiment intéressant. Puis c'est pas mon vécu parce que j'ai rarement été employée dans ma vie, mais beaucoup de gens autour de moi ont des emplois. Puis on dirait que j'ai besoin d'élargir mes perspectives là-dessus. Et aussi, je me suis rendu compte récemment, en fait, j'ai appris que le mot travail, l'origine de ce mot-là vient du mot torture. Puis je me suis dit, ah ben, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que notre travail ne soit pas une torture, justement? Donc, moi, des fois, j'essaie d'éviter ce mot-là. Je rebrand le travail. J'appelle ça ma contribution. Je me dis, on dirait que c'est un petit peu plus positif depuis que je sais que ça veut dire un peu torture. Donc, est-ce que notre contribution peut en être une, justement? Puis, est-ce qu'on peut être bien au travail? Est-ce qu'on peut vivre une vie professionnelle qu'on sent épanouissante, puis pas juste aller gagner notre vie, puis attendre que la fin de semaine arrive, que les vacances arrivent et que la retraite arrive. Puis quand on y pense, là, du moment où on sort de l'école, disons qu'on travaille 48 semaines par année, là, qu'on a un petit mois de vacances, puis qu'on travaille jusqu'à notre retraite, là, on va passer grosso modo autour de 10 000 journées au travail. 10 000 journées. Tu sais, c'est quand même une bonne partie de notre vie. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il est pertinent de se pencher, de se questionner. On prend soin de toutes sortes d'aspects de notre vie, de toutes sortes de sphères, considérer notre bien-être global, physique, psychologique, mais notre bien-être au sein de notre milieu de travail, c'est vraiment, je pense, pertinent de se poser ces questions-là, puis trouver qu'il y a un sens dans notre travail. Et là, mettons que vous entendez tout ça, puis que vous dites, hey, je suis peut-être pas sûre, moi, que je suis à la bonne place en ce moment ou que mon travail est source d'épanouissement. Est-ce qu'on est obligé de subir ça pendant autant d'années? Est-ce qu'il y a des ajustements qui peuvent être faits ou est-ce qu'on sac tout là puis on va s'ouvrir un beau bar à jus au Salvador? C'est quoi les options qui s'offrent à nous? Donc, j'ai toutes ces questions-là. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation parce que des fois, oui, les gens m'approchent pour venir sur mon podcast. Puis j'aime ça quand les gens m'approchent. Je prends ça comme vraiment une belle source de reconnaissance, comme que les gens aient envie de venir me parler. Puis Marie-Lise Champagne, qui est mon invitée d'aujourd'hui, m'a approchée, puis j'ai tout de suite fait, hey, je ne serais pas intuitivement allée vers ce sujet-là, mais maintenant qu'on en parle, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, qui est Marie-Lise Champagne? Marie-Lise, elle est détentrice d'une maîtrise en counseling de carrière. Donc, autrement dit, elle est conseillère d'orientation. Elle est aussi la fondatrice de l'entreprise 10 000 matins. Hein, c'était pas pour rien que je parlais des 10 000 journées tout à l'heure. Donc, elle est fondatrice de cette entreprise-là qui est un cabinet conseil pour aider les femmes dans la trentaine qui se questionnent sur leur travail, sur leurs insatisfactions, puis à poser des actions concrète pour se rapprocher d'une vie professionnelle qui est plus épanouissante. Et aussi, Marie-Lise, elle vient tout juste de faire paraître son premier livre qui est « Maman travaille là-dessus ». Et dans son livre, elle parle du retour du congé de maternité. Et ça, je trouve ça immensément pertinent d'aborder ce sujet-là parce qu'on n'est pas tellement outillé. Tu sais, il y a tellement d'ouvrages qui existent à propos de la maternité, du postpartum, de l'éducation, mais notre propre retour dans le marché du travail après qu'on ait vécu la matrescence, l'explosion identitaire, ben on n'a pas vraiment d'outils. Donc, c'est un livre vraiment pertinent et c'est évidemment un sujet qu'on va aborder pendant l'épisode. Et parlant d'épisode, la fille est vraiment bonne pour faire des liens. Donc, parlant d'épisode,
épisode, c'est un épisode qui est présenté par notre partenaire qu'on aime d'amour, Zora Biocosmétique. Zora Biocosmétique qui est une entreprise d'ici, des produits locaux de Clean Beauty. Ce sont des produits qui sont certifiés biologiques, donc certifiés par Écocert. Les ingrédients sont issus du commerce équitable. C'est une entreprise qui prend soin des humains, qui prend soin de la planète et qui prend soin de notre belle peau, de notre belle face. Et aujourd'hui, le produit que je voulais vous présenter, c'est un produit que j'affectionne particulièrement, c'est le biorétinol. Je ne sais pas si rétinol, ça sonne une cloche pour vous. C'est un ingrédient très actif qu'on retrouve souvent dans les produits axés sur, j'aime pas l'expression, mais anti-âge. Là. Donc, pour les rides, les signes du vieillissement, c'est super efficace, OK? C'est juste que le problème avec le rétinol, c'est que c'est hyper puissant. Ça rend la peau, des fois, photosensibilisée. Ça peut être irritant et le plus important, c'est que c'est déconseillé pendant la grossesse d'utiliser du rétinol. C'est une des premières choses que l'on lit. On ne se met pas ça d'en face quand on est enceinte. Et comme vous le savez peut-être, je l'ai partagé un peu, mais j'aimerais ça, avoir un deuxième enfant. Et donc, moi, le rétinol, ce n'est pas dans le domaine du possible en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives au rétinol qui sont tout aussi efficaces. Et le biorétinol en fait partie. En fait, le biorétinol, c'est un mélange d'ingrédients actifs qui contient du phytorétinol. Que c'est ça, le phytorétinol? C'est un ingrédient qui est issu, je veux bien le prononcer, là, d'une fleur qui s'appelle le bakuchiol. J'ai regardé une vidéo sur YouTube hier pour m'assurer de bien le prononcer parce que je l'ai souvent lu, mais je ne l'ai jamais prononcé. Fait que le bakuchiol, c'est une plante qui est originaire de l'Inde et cet ingrédient actif-là qui est présent dans cette fleur-là a les mêmes effets que le rétinol sans les inconvénients. Donc, moi, juste ça, je suis vendue. Et donc, ça convient aux femmes enceintes, mais aussi aux peaux sensibles. Et moi, je me mets ça là, le soir dans le visage parce que vous pouvez le lire. Non, vous ne pouvez pas lire d'ici, c'est écrit ben trop petit. Je vais vous le lire pour vous. Ça dit que c'est bon pour les taches pigmentaires. Bien, pas pour, en fait, contre les taches pigmentaires, vous comprendrez. Donc, les signes du vieillissement qui sont associés au soleil. Et moi, comme j'ai raconté déjà, j'aimais ça me péter des boutons et aller au soleil. Bien, c'était pas ma passion, mais je veux dire, je mettais pas de protection solaire durant ma vingtaine parce que j'étais comme YOLO la vie. Et ensuite, plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que, coudonc, j'avais beaucoup de taches pigmentaires liées à ça. Puis c'était aussi une des raisons pour lesquelles je me maquillais sur une base quotidienne avant parce que j'avais envie de cacher ces taches pigmentaires-là. Donc, depuis que j'utilise des produits comme le phytorétinol, depuis que je reçois des soins régulièrement pour ça, regardez-moi de proche, vous pourrez zoomer dans la vidéo, mais ces taches pigmentaires-là, c'est comme rendu quelque chose d'assez du passé, je vous dirais. Donc vraiment, j'ai réussi à les faire partir. Je pensais que c'était allé être ça pour le reste de ma vie. Donc moi, je suis vraiment vendue à ce produit-là, au biorétinol, parce que justement, moi, j'aime ça quand ça vient des plantes. Si vous avez envie en plus, là, on se met ça le soir, là, c'est vraiment un complexe de nuit, mais durant la journée, là, je vais être votre amie fatigante qui va vous rappeler d'utiliser un écran solaire sur le visage si vous avez envie de ne pas trop avoir de taches pigmentaires comme moi. Donc, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai appris de mes erreurs et je vous transmets la sagesse si personne ne l'a fait. Écran solaire dans le visage, c'est vraiment bon. D'ailleurs, Zora en a un excellent. Donc, si vous avez envie d'intégrer ce produit dans votre routine beauté ou de complètement changer votre routine pour les produits de Zora Biocosmétique, eh bien, nous avons gens qui écoutons l'École de la vie ou qui faisons le parlage de l'École de la vie, on a un petit coupon, un petit code rabais. Donc, c'est Vanessa25 pour avoir 25 % sur vos commandes de 125 $ et plus sur le site de Zora.ca. Merci Zora et bon épisode. Salut Marie-Lise, bienvenue à l'École de la vie. Oui, très beau décor, je suis déjà confortable. Bien, c'est sûr que pour les gens qui font juste écouter les épisodes en mode audio, Marie-Lise est présentement installée dans un divan de type Elran vintage, très confortable et moelleux à souhait, même qu'il y a un petit repose-pied là, que tu peux ajouter si jamais l'envie te vient. Je vais me garder une petite gêne. C'est comme ça qu'on est accueillis au Cool Club, on se sent comme à la maison, comme dans notre propre salon. Alors, Marie-Lise, quand tu m'as contactée en disant que tu étais conseillère d'orientation,
Honnêtement, je savais pas trop ce que ça faisait parce que dans ma tête, puis je pense que c'est peut-être la vision que plusieurs personnes ont, c'était quelque chose, une personne qu'on allait voir au secondaire, là, qui nous faisait passer un test de personnalité puis qui nous envoyait dans la bonne direction pour le reste de notre vie. Ouais. Mais non, ça va vraiment plus loin que ça. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, la profession de conseillère en orientation? Parce que d'orientation, je veux bien le dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas En effet. tout ce que vous faites. En effet, puis moi, je me mets une mission, là, vraiment de faire connaître la profession au-delà effectivement, du choix de carrière quand on est en secondaire 5, on se demande ce qu'on veut faire au cégep. Oui, il y a des conseillers d'orientation qui sont là à cette période-là, mais tout au long de la vie également. Donc, c'est vraiment un professionnel, dans le fond, qui est en counseling de carrière, qui est là pour aider dans les transitions professionnelles. Donc, à mieux vivre sa vie professionnelle, on travaille vraiment la santé psychologique au travail, fait qu'on est vraiment des intervenants en santé mentale, en accompagnement au niveau du travail. Donc, oui, les changements de réorientation, par exemple, évidemment, il y a des gens qui viennent nous voir puis veulent se réorienter. Mais en général, je te dirais, c'est à peu près 30 % de ma clientèle qui fait vraiment de réorientation. La majorité sont peut-être insatisfaits, ils vivent des difficultés puis se demandent quoi faire. Coudonc, est-ce que je change d'emploi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma motivation est basse? Comment je fais pour aimer mon travail de nouveau, tu sais. Donc, c'est ça, c'est pas que quand on se dit, il faut vraiment que je change de travail, réorienter ma carrière. Ça peut vraiment, au sein de ce qu'on fait déjà, nous permettre de peut-être faire des ajustements. Ou... Vraiment, exactement. Ouais. Des ajustements, des fois qui sont petits mais significatifs. Mm-hmm. Donc, changer sa perception du travail, sa relation qu'on a avec le travail, est-ce qu'elle est saine, justement, tu sais? Donc, si on est en train de trop travailler, mettons, puis on est rendu workaholic, nécessairement, peut-être que nos tâches, tranquillement, on va plus trop les aimer, puis on peut se mélanger en disant, OK, je veux changer, je suis plus capable, mais peut-être qu'en abordant le travail autrement, on peut y retrouver du plaisir de nouveau, tu sais. Mm-hmm. Donc, il y a comme un gros volet psychologique qu'on dirait que je ne soupçonnais pas. Non, exact, c'est ça. C'est quand même une profession qui est de deuxième cycle, là. On a une maîtrise en counseling de carrière. Puis après ça, ben, comme les psychologues ou autres professionnels, ben, chaque professionnel en orientation, par exemple, va se spécialiser ou, dans le fond, à gagner en expertise dans certains secteurs. T'sais. Donc, moi, j'ai toujours travaillé davantage en santé psychologique au travail, puis vraiment avec la clientèle adulte, que ça fait un bout qui travaille, donc moins la clientèle jeune, puis qui se questionne sur les insatisfactions, qui se questionne à mieux vivre leur vie professionnelle. Donc là, c'est là qu'on rentre dans l'éducation psychologique aussi. Mm-hmm. Puis tu as un cabinet conseil, 10 000 matins. Oui. J'imagine qu'il n'y a pas un seul profil de personne qui vient vous voir, mais quel genre de gens se disent « OK, je vais aller consulter 10 000 matins ». C'est pour quel genre de moment? Une fois qu'ils nous connaissent, parce que justement, ils ont entendu parler de « Ah, OK, ça peut faire ça, un conseil d'orientation ». Bien, quel genre de personnes, je dirais? En général, en haut de 30 ans, là, des gens qui viennent nous voir, crise de la trentaine, ça arrive très souvent, OK, crise identitaire, en fait. Dire qu'est-ce que je fais là? Ça fait un petit moment que je suis sur le marché du travail. J'ai peut-être fait plusieurs essais. Là, j'ai changé d'emploi parce que ça ne me satisfaisait pas. Donc, je fais des changements puis je suis toujours pas confortable ou bien. Fait qu'avant de faire un changement, je veux comprendre ce qui se passe. Donc, ça, il y a ce type de clientèle-là. Tu as des clientèles aussi qui visent une évolution de carrière puis qui ne savent pas par où commencer, qui ont plein d'idées, qu'est-ce que je priorise. Donc, plus de l'accompagnement, la prise de décision au niveau professionnel, plan de développement, donc vraiment se faire un plan d'action pour savoir par quoi on commence. Mais beaucoup, c'est ça, c'est vraiment le feeling d'être mélangé, d'être démotivé, de ne pas trop comprendre pourquoi. L'idée, c'est de mettre le doigt dessus. Là. Qu'est-ce qui se passe là? Fait on enlève vraiment toutes les roches, on essaie de comprendre qu'est-ce qui vient coincer justement dans ce sentiment-là. Puis une fois qu'on découvre, on pose des ajustements ajustés. T'sais. Est-ce que ce sont des genres de demandes qui sont faites vis-à-vis de l'employeur? Comment ça se met en marche, le genre d'ajustement qu'on peut faire dans notre travail? Bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent nous voir par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment clientèle privée qu'on appelle. Puis des fois, il y a des employeurs qui vont pouvoir payer, dans le fond, des services de coaching. Là, ça rentre dans la sphère du coaching professionnel, si on veut.
Puis, par exemple, c'est quelqu'un qui veut rester dans son emploi, qui ne veut pas nécessairement changer, mais qui veut mieux vivre sa vie professionnelle, va faire le parcours avec moi ou une autre conseillère. Puis, l'idée, c'est de faire, OK, c'est quoi là, ton identité professionnelle à ce jour? On l'ajuste, c'est plus la même personne que quand tu avais 22 ans, puis que tu as choisi ta carrière. C'est quoi là, justement, toutes tes forces? T'sais? C'est quoi on regarde les dernières années, qu'est-ce qui te motive le matin? T'sais? Qu'est-ce qui vient amener du sens à ton travail? Puis là, une fois qu'on découvre un petit peu plus c'est quoi ces ingrédients-là pour la personne, donc très personnalisé, bien, on met en place des stratégies. Donc, des fois, c'est d'aller voir son employeur pour discuter. Ah, bien, quand je joue tel rôle, je me sens vraiment avoir de l'impact. Est-ce que je peux davantage faire ce type d'action-là, par exemple? Fait que une fois que les pistes sont plus claires, bien, prendre action devient plus clair aussi. Mm-hmm. Dans un de tes épisodes de podcast, je pense, puis sur ton site aussi, j'imagine, j'ai vu l'expression santé professionnelle. Ouais. Comme prendre soin de sa santé professionnelle. Puis là, ça m'a happée. Ouais. J'avais jamais mis ces deux concepts-là ensemble. Ouais. On dirait que, je sais vrai. pas. Puis finalement, d'inclure notre vie professionnelle dans notre santé de façon plus globale puis intégrative, je trouve que ça a tellement de sens parce qu'on passe tellement d'heures, puis c'est tellement une grosse partie de notre vie que de se dire, bon, ben ça va être un domaine où peut-être je ne m'épanouis pas, mais garde, ça va être ça. Mais d'avoir des aspirations à se sentir bien au travail puis d'être en santé dans le monde professionnel, je suis comme, ben oui, on dirait que dans ma tête, des fois, je me dis, c'est peut-être la culture aussi où mes parents ou les générations qui ont précédé ou je sais pas, ils n'étaient pas nécessairement épanouis au travail, mais c'était comme, gars, c'est correct, puis c'est ça le travail. Tu n'es pas supposé t'épanouir au travail, tu es supposé gagner de l'argent et revenir à la maison. Mais là, je me dis, mais pourquoi ne pas aspirer à se sentir bien épanoui puis avoir un impact positif, mettons? Oui, vraiment. Puis, tu sais, pour prévenir aussi, tu sais, on voit beaucoup d'épuisement professionnel dans le milieu du travail. Puis, bon, il peut y avoir toutes sortes de raisons en lien avec l'épuisement professionnel, mais beaucoup aussi relié à la perte de sens puis la perte de motivation. Puis ça, pour moi, c'est de la santé. Puis ça a effectivement de l'impact dans notre vie entière. Donc, effectivement, de façon globale, quand on est moins bien dans notre travail, nécessairement, on amène ça le soir à la maison. Dans quelle énergie on arrive le soir, avec nos enfants, est-ce qu'on est disponible ou on est complètement épuisé cognitivement de notre journée? Donc, comment vraiment améliorer cette sphère-là qui a effectivement de l'impact? Effectivement. Et santé professionnelle, je pense que c'est le mot d'ordre derrière comme chacune des interventions qu'on fait là, pour s'assurer que la personne se sente bien. Puis se sente bien, ça ne veut pas dire être en plaisir et en tout temps aimer tout ce qu'on fait dans nos journées. Là. C'est pas cette recherche-là, mais c'est vraiment une question d'harmonie. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce que les gens recherchent, disons, le plus au travail? Qu'est-ce qui est plus difficile à trouver ou qu'est-ce qui fait que c'est cause d'insatisfaction, disons? Il y a une partie qui est quand même influencée, je dirais, par des courants sociaux ou la société. Moi, j'ai quand même vu des différences avec les années. Donc, dans la phase de la COVID, là, la quête de sens et d'avoir de l'impact, il y a des gens qui nous appelaient parfait, je veux devenir infirmière. Là. Moi, je change de carrière, je veux devenir infirmière. Bon, finalement, est-ce qu'il y en a qui ont fait le changement? Pas nécessairement, mais derrière ça, la demande, c'est j'ai envie de me sentir utile. Mm-hmm. Donc, j'ai envie de gagner du sens dans mon travail. C'est ça, toi, tu dois des fois devoir traduire. Oui, c'est ça, ce que les gens essaient de te dire, comme je veux devenir infirmière. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est quoi le besoin en dessous? Exact, c'est ça. Avant de faire un gros changement, on va juste comprendre ce qui se passe, puis voir vraiment c'est quoi les ajustements possibles, si c'est changer carrière, ça sera ça, mais c'est pas toujours ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça le sens. Puis dernièrement, moi, j'entends beaucoup la recherche de sécurité. Ah ouais? C'est tellement intéressant parce que j'avais l'impression que la quête de sens était très grande. Oui, elle est encore là. Elle est encore là, mais là, on rajoute la couche de sécurité dans un monde qui est peut-être plus insécurisant en ce moment. Ça. Fait que les besoins peuvent changer en lien avec ça. Puis les besoins peuvent changer dans toute notre vie. Tu sais, nos besoins dans la vingtaine, nos besoins dans la trentaine vont se modifier. Nous, on va changer. Donc, nécessairement, peut-être que là, la carrière est un petit peu moins alignée à nous. Donc, on se réajuste. Mm-hmm. Qu'est-ce qui serait, mettons, des signes qu'on est comme dans un genre de mal-être au travail? Est-ce qu'il y a des petits, je ne sais pas si c'est red flag, mais des choses sur lesquelles on devrait porter attention, qui nous font dire comme
c'est pas supposé, puis c'est pas obligé d'être ça quand on va travailler. Oui. Bien, nécessairement, tu sais, j'aime bien dire, il y a les drapeaux rouges puis les drapeaux oranges. OK, orange, on scanne, il y a des, c'est pas... tu sais, rouges, on peut les reconnaître un peu plus facilement. Ça arrive quand même, mais avoir envie de pleurer carrément le matin avant d'aller travailler, là, d'être vraiment plus dans un état, si tu veux, de détresse, que ce soit parce qu'on n'aime plus ce qu'on fait ou vraiment du stress de performance aussi. Des fois, on est vraiment plus dans le sentiment d'être capable, la pression, la charge qu'on ressent au travail, qu'elle soit induite par l'employeur ou par nous-mêmes avec nos exigences élevées. Là, ça dépend. Fait qu'il y a vraiment ça, c'est déjà souvent plus évident, qu'évidemment, il y a un mal-être, mais d'autres signes plus on va dire, moins évidents, ça serait la fatigue cognitive. Quand on commence à se désengager, dans le fond, de son travail. Fait on y va encore, on n'est pas dans le présentéisme, mais on commence à moins s'impliquer, par exemple. Comme on s'est peut-être... avant, on s'impliquait davantage, là, on s'implique un peu moins. Fait qu'on se désengage, on prend une distance, finalement, avec nos tâches, nos collègues. Ça, c'est un signe également, là, que ça commence à moins bien aller, de démotivation. On a moins l'élan de s'engager dans nos activités. La fatigue, évidemment, c'est un autre signe, mais c'est un signe de bien des affaires. Fait que des fois, on ne sait plus. Là. Mais ouais, ça serait des signes. Puis, il y a des concepts, on dirait que j'entends des fois liés au monde du travail, puis j'ai envie un petit peu de savoir si c'est des mythes ou comme... Mettons, on parle des fois de être sur son X. Oui. Genre, là, je suis vraiment sur mon X. Là, je me sens sur mon X. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, effectivement? Est-ce qu'on peut être sur notre X? Est-ce que c'est une quête qui est valide dans le sens comme, est-ce qu'on peut être sur notre X, puis est-ce que ça bouge? Oui, c'est ça. Ouais. C'est un sujet quand même qui me tient à cœur, là, parce qu'effectivement, être sur son X, moi, je l'aime pas trop, cette expression-là. Quoique je l'utilise aussi, puis elle fait partie un peu de notre quotidien dans le jargon. Mais être sur son X, c'est quelque chose de rigide, dans la façon de c'est comme nommer. t'es une pièce de casse-tête, là, puis c'est là que tu t'en vas, puis pas ailleurs. C'est ça, c'est comme le sous-texte derrière ça. Moi, je trouve qu'il met beaucoup de pression, c'est de dire, ben il y a un endroit où tu devrais être, trouve-le. Premièrement, il n'y a pas nécessairement un endroit où tu devrais être. Il y a plein, pas nécessairement juste un métier fait pour nous ou une configuration fait pour nous. Déjà là, de ramener ça, ça devient une prise de décision. Puis après ça, ça enlève le côté rigide, ça reste rigide dans le temps. On n'évolue pas, on peut se découvrir des nouveaux intérêts, d'un nouveau potentiel. Enfin, hey, moi, j'avais pas vu ça venir que la gestion pouvait m'intéresser. Parfait, je vais me donner peut-être l'espace pour apprendre ça puis essayer, tenter quelque chose. Fait que, je trouve que ça amène beaucoup de rigidité dans notre pensée puis dans, finalement, les actions qu'on peut faire. Donc, des fois, on peut se sentir sur son X, puis finalement, on se sent plus sur son X, mais c'est pas parce qu'on l'était pas. Peut-être qu'on l'était un bout de temps. Moi, des fois, ça dure 20 minutes avec sur mon X. C'est ça. Mais derrière ça, j'entends aussi le côté, si on veut le rendre plus flexible, j'ai de l'harmonie dans... Justement, je peux sentir du sens au travail, une certaine motivation, j'ai l'intérêt pour ce que je fais, je sens que j'ai de l'impact, je me sens utile. Donc, c'est les mots qui résonnent pour nous. Mais c'est là où on peut dire, OK, j'ai trouvé, je me sens à ma place. Je préfère dire je me sens à ma place. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a plusieurs petits facteurs peut-être qui peuvent contribuer à se sentir bien, sentir qu'on est à notre place. Ça peut provenir de différentes affaires. Mettons, qu'est-ce qui fait qu'on est bien au travail? Là? Que t'es comme, je suis à ma place, je suis dans de l'harmonie, mettons. Sentir qu'il y a du sens. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même il y a des facteurs plus communs, on va dire, que je trouve que ça peut quand même nous guider, qui n'ont pas nécessairement la même importance pour tout le monde, mais tout de même. Puis après ça, il y a des facteurs plus personnels. Mais dans les facteurs plus communs, il y a vraiment le sentiment de compétence qui est là. Donc, on peut avoir un intérêt, mais si le sentiment de compétence n'est pas encore suffisant, bien souvent, on va sentir beaucoup de pression en retour.
Donc là, est-ce que ça veut dire de faire quelque chose dans lequel on est déjà bon? Pas nécessairement, mais du moins avoir un plan de match. Juste ça, des fois, se ramener un petit plan de match, d'être capable de pouvoir se développer dans cette compétence-là, sentir qu'on est capable d'être outillé et soutenu, ça va faire la différence. Avec le sentiment de compétence. Il y a le sentiment d'affiliation aussi, qui est un autre ingrédient, là, si on veut. Fait que l'affiliation, c'est plus l'appartenance. Puis des fois, c'est pas l'appartenance envers les gens, mais des fois envers la mission, envers l'entreprise, envers ce qu'on fait, tu sais. Fait que, il y a aussi cet élément-là. Il y a l'autonomie aussi, qui est un autre facteur commun, là, qui vient jouer sur la motivation, qui vient jouer sur le sens aussi. Fait qu'il y a un paquet d'autres petits éléments, mais se sentir utile, l'impact qu'on peut avoir aussi. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de plus de concret, là, de le voir. Là, si on reste trop dans l'abstrait, ils vont se dire, OK, je sais concrètement, ben, c'est utile ce que je fais, mais je le vois pas, je le ressens pas. Fait que ça, c'est... Puis, fait que tu vois, dans le fond, ce que je fais, c'est que je suis en train de dire, ben, parmi ces facteurs-là, toi, ton besoin, c'est quoi? T'sais? Fait que là, on est plus dans le spécifique à la personne. Ça vient déterminer dans quel type d'entreprise on peut se sentir mieux. Des fois, j'imagine qu'il y a des gens qui sont super bien dans des grandes organisations. Ils font comme un petit morceau d'un très, très grand tout. Puis d'autres gens comme moi qui ont besoin de sentir que l'impact est genre là. Tangible et maintenant. Oui, c'est ça. C'est différent. C'est ça. Puis c'est d'accepter ces besoins-là individuels, mais c'est de les comprendre avant. Des fois, on ne sait pas. On est comme, justement, il manque quelque chose. Il manque quoi? OK, il manque le tangible. Oui, c'est de le conscientiser. Puis toi, tu guides les gens à conscientiser leurs besoins spécifiques. Oui, c'est ça. Traduire en besoin. La bonne recette de gâteau. OK, une autre affaire. J'ai entendu, puis je pense que je suis sûrement pas la seule, là, mais une expression qui va du genre, tu sais, trouve ta passion et tu ne travailleras aucun jour de ta vie, là, ou quelque chose du genre. Tu sais, cette espèce de quête-là d'être comme, faut que je trouve ma passion, puis ma passion, ça va être mon travail. Est-ce que okay. C'est ça qu'on devrait faire? Oui, bien ça, c'est une autre affaire. Premièrement, la passion, le sentiment de passion, c'est très relatif. Là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la passion? J'aurais tendance à demander ça parce que des fois, il y a des gens qui imaginent la passion puis ils peuvent se comparer, tu sais. Ah, mon Dieu, cette personne-là, elle a l'air tout le temps motivée, puis elle est passionnée, tout ça. Bon, déjà, on voit pas l'envers du décor, là, où il y a des moments où c'est peut-être plus difficile, où ça ne tente pas. Puis il y a des personnalités qui ont des tendances plus, on va dire, expressives, enthousiastes, passionnées, si on veut, tu sais. Fait que des fois, il y en a qui n'ont pas nécessairement une passion. C'est moins dans leur personnalité ou leur tempérament. Ils vont peut-être avoir plusieurs intérêts, par exemple, sans nécessairement avoir envie d'en fixer un, tu sais, aussi. Fait que tout cet aspect-là qui est, tu sais, c'est ça. Fait que, mais en même temps, puis aussi l'envers de la passion, c'est qu'il y en a qui ont une passion, qui aiment ce qu'ils vont, mettons, qui ont un hobby, là, qui disent « Ah, parfait, je vais transformer ça en emploi ». Mais de le vivre comme emploi, après ça peut vraiment transformer le rapport qu'on a avec notre hobby de base, là, dans le fond, notre passion de base. OK, quand ça devient rémunéré, c'est une autre affaire, tu sais. Puis quand il y a une pression que ça devienne lucratif, puis une pression de performance, ou en tout cas ça peut tuer la passion dans certains cas. Mais en même temps, il y en a qui vont le nommer puis qui vont le vivre de cette façon-là. Puis je trouve ça beau aussi, de dire, ben OK, j'aime tellement ce que je fais que j'ai pas l'impression de, je compte pas mes heures jusqu'à la fin de la journée. Puis ça se peut comme sentiment, là, d'être dans un flow, là, puis d'aimer ce qu'on fait, d'avoir un fort intérêt, je dirais, tu sais. Un fort intérêt, ça peut peut-être être un guide de plus réaliste qui est tout dans ça. Il faut que je sois vraiment passionnée. Oui, puis aussi, on n'est pas nécessairement passionné ou on n'a pas l'intérêt fort à tous les jours ou à tout moment. C'est une grosse pression à mettre sur notre travail, de l'aimer à tout moment. Et pour toutes les tâches qui sont impliquées dans notre travail. Tu as parlé de personnes qui ont des intérêts diversifiés. Je vais me compter là-dedans. Le genre de multipotentialité, ou en tout cas, moi, ça a été quand même un grand... je me rends compte, un grand, pas un obstacle, mais quelque chose que j'ai toujours trouvé difficile à arrimer à ma carrière, c'est que tellement de choses m'intéressent simultanément que d'aller... J'ai toujours trouvé que je manquais de spécialisation, mettons.
que je n'étais pas assez bonne dans quelque chose, ce qui m'a amené très souvent à un syndrome de l'imposteur, de me dire, ben là, qui je suis, j'ai pas poussé, je suis pas allée faire une maîtrise justement sur le sujet, mais est-ce que j'en connais suffisamment pour pouvoir demander rémunération pour ce genre de compétences-là, puis d'avoir des compétences transversales qui sont parfois intangibles, puis c'est ça. Mais est-ce que parmi les gens qui te consultent, il y a de genre de profil qui ressemble à Bibi ici? Là? Oui. Puis on avait fait un épisode sur le multipotentiel, justement, puis ça, je pense que c'est l'épisode qui a rejoint le plus de gens. En tout cas, on en parle beaucoup de cet épisode-là, de juste, hey, ça se peut, c'est normal, tu sais, que tu sois ce type de personne-là. Puis c'est vrai, ce que tu nommes, que je l'entends dans mon bureau, le sentiment de dire, voyons, je me semble que je me sens, c'est ça, généraliste, mais pas assez spécialisée. C'est vrai que ça revient souvent comme discours, donc le sentiment d'imposteur qui peut s'installer, mais ce qui n'est pas évident dans ce... Puis j'ai goût de te poser la question, voir comment tu l'as vécu, tu sais, mais c'est de dire, ben est-ce que je dois faire un choix, tu sais, nécessairement? Parce que des fois, ben, c'est peut-être pas tout que ça rime si facilement aussi. Puis des fois, c'est... Là, toi, tu t'es créé quelque chose aussi. Quand on peut être dans la création, on peut peut-être se permettre de tester des choses, d'aller dans ce qui nous ressemble le plus. Mais il y en a qui vont décider de mixer des professions aussi, qui ne s'arrêtent pas à une profession, puis on appelle ça les slasheurs. Ah ouais? Oui, ils font comme plusieurs. Parfait. Ou qu'ils vivent dans leur vie professionnelle, puis dans leur vie extérieure, qu'ils vont vivre les autres intérêts aussi, si ça se marie moins bien, par exemple. Dans un emploi, c'est moins réaliste. Mais, donc, nos intérêts variés ne sont pas obligés de tous se rejoindre dans le monde professionnel nécessairement. On peut le regarder, voir si ça peut se rejoindre. On peut arriver à rejoindre ça. Des fois, effectivement, on arrive au constat, parce qu'il y a d'autres facteurs. Des fois, c'est une question de parfait, j'aimerais mixer tout, mais c'est peut-être pas réaliste. Ouais. Où est-ce que j'habite avec le salaire que je veux gagner ou peu importe. Fait que là, ça devient comme des compromis, tu sais. Mm-hmm. Mais pour ma part, c'est ça, le sentiment d'être généraliste, ça m'a fait sentir un peu mal à certains endroits, puis en même temps, plus j'avance en âge, puis en expérience, comme mes intérêts variés quand j'étais dans la vingtaine, des fois, me faisaient sentir un petit peu, pas incompétente, mais que j'avais un manque d'expertise. Puis là, avec les années d'avoir cumulé toutes sortes de petites expertises, j'ai l'impression que la somme de tout ça, ça a une valeur. Puis là, je me sens un peu moins imposteur ou moins mal par rapport à ça, mais je suis capable de tracer, c'est ça, de regarder mon profil puis de faire, il y a comme quelque chose un peu boule disco, là, unique, avec plusieurs facettes qui font en sorte que j'ai une certaine valeur qui est assez... Mais c'est que dans un monde... Puis c'est peut-être pour ça que je me suis sortie du monde du travail plus conventionnel, parce que j'arrivais pas à trouver ma place, justement à cause de ça. Puis je me suis, comme tu dis, créé une espèce d'univers où je peux aller explorer tous ces intérêts-là. Mais ça vient, tu sais, des fois, j'aimerais ça qu'il y ait un poste là, dans la vie qui s'appelle genre le poste parfait pour Vanessa Pinon et tous ses centres d'intérêt et talents. Mais dans un cadre, c'est ça, dans une organisation, effectivement, des fois, je sentais que d'être limitée à un certain rôle, c'était pas me mettre assez en lumière, ou en tout cas, c'était comme pas exploiter mon potentiel. Il manquait quelque chose, je me sentais éteinte, puis ça a été, je dois dire que c'est quand même un des grands conflits intérieurs de ma vie adulte, ce sentiment-là. Oui, c'est ça. Puis comment tu as vécu ce changement-là, justement? Bien, c'est comme si je m'offrais pour une fois l'espace pour être... super bonne dans des affaires et un petit peu semi-médiocre dans d'autres affaires, puis que ce soit correct aussi. Genre, j'ai fait le graphisme là, de mon podcast. Clairement, je suis pas graphiste, là. Mais j'ai patenté longtemps, puis j'ai passé beaucoup trop d'heures. Je veux dire, un employeur aurait fait, là, Vanessa, t'es 14 heures là, sur ta pochette de podcast, c'est pas très rentable pour mon organisation, mais là, c'est ma propre organisation. Fait que je peux me donner aussi cet espace-là pour apprendre, puis développer mes habiletés. Mais c'est ça m'a permis de toucher à certaines affaires, puis en contrepartie, en ce moment, des fois, j'aurais envie de retourner à ce qui est plus ma zone de...
je sais pas si tu sais cette expression-là, la zone de génie ou en tout cas... la zone de génie ou tes forces. Mes forces, j'aurais envie de pouvoir me consacrer juste à mes forces, mais là, je suis un peu forcée parce que je me suis créée autour de moi à devoir aller dans les divers départements qui sont pas nécessairement mes forces, mais fait que ça vient avec aussi une espèce de revers, puis des fois, je m'ennuie d'être peut-être juste dans ma position strictement d'animatrice, puis de jouer un rôle, avoir un seul poste. Mais c'est ça, ça vient avec une espèce d'exploration qui est le fun, mais je me demande si ça va être ça pour le reste de ma carrière professionnelle. Mais en ce moment, j'explore ça, puis je trouve ça le fun de me donner de la place aussi pour me rendre compte que finalement, je suis peut-être clairement pas la personne la plus compétente, puis j'ai pas un diplôme pour me donner ma permission d'exercer ça, mais je me dis, mais OK, peut-être que si je retourne dans une organisation, dans une entreprise, je vais peut-être me permettre de me proposer pour des choses que j'aurais peut-être pas eu le courage de me proposer en me disant, il y en a d'autres qui le font vraiment mieux, qui sont plus compétents, mais finalement, je me rends compte que ça me nourrit aussi de diversifier les choses que je fais dans ma journée. J'ai comme besoin de ça, je me rends compte. Quand j'étais juste animatrice, là, que j'étais comme, voici ce pourquoi j'ai étudié, voici ce que j'exerce à tous les jours. Si je fais que ça, je me sens des fois comme pas assez nourrie. Puis je pense que c'est probablement quelque chose qui est commun aux gens qui sont dans le généralisme et la multipotentialité. Mais le multipotentiel, mais c'est ça, j'ai besoin de faire ces différentes petites choses-là. Fait que là, je me sens plus vivifiée, mais aussi des fois plus fatiguée parce que je suis constamment en train d'apprendre. Et ça, c'est fatigant un peu. Oui, c'est ça. Mais t'amènes tellement de points intéressants, tu sais, entre autres, le fait de, même si on s'en va vers, on crée notre propre univers, comme tu l'as nommé, mais ça vient avec quand même des zones d'inconfort aussi. Tu sais, il n'y a comme rien de parfait, tu sais, fait qu'on choisit un peu la configuration avec ses pour et ses contre, fait que c'est tout des choix de compromis. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu parlais vraiment d'exploration, puis ça, on dirait qu'à l'âge adulte, on ne le fait pas assez. C'est un gros manque, tu sais, quand je vois les clients chez nous, bien, je veux vraiment les pousser à l'explorer parce que nécessairement, à un moment donné, on peut faire le tour dans notre tête de ce qu'on a vécu, puis se demander ce qu'on aime, puis notre potentiel, mais il y a peut-être des choses que justement qui n'ont pas été touchées, puis c'est de l'élan, mais d'avoir la curiosité de le tester, le graphisme, puis peut-être que tu vas découvrir une force ou quelque chose dans lequel tu as envie d'investir ou pas, tu sais, mais c'est des facettes de soi qu'on peut explorer, puis faire comme, bon, ben est-ce que je garde ça? Est-ce que je pousse ça dans ma vie, tu sais? Donc, puis probablement que ça te... Bien, je ne veux pas répondre à ta place, mais tu parlais tantôt des compétences transversales qui sont des fois pas claires, mais quand on se voit aller dans un autre secteur, bien, on se rend compte qu'on arrive avec un bagage. Là, on n'arrive pas tout nu, tout neuf, là, tu sais. Fait que, OK, j'ai toutes mes compétences en communication, bien, m'amènent à avoir une facilité à comprendre le besoin, à être rapide, là, tu sais. Donc... Oui, ça vient rajouter comme une petite saveur supplémentaire, j'ai l'impression, à notre profil. Puis des fois, je sais pas, mais moi, j'ai des fois vu ça un peu, puis de conversations que j'ai avec des amis, parce que, bon, je le cacherai pas, là, je suis dans la trentaine avancée, certains diraient sur le bord de la quarantaine. Puis des fois, il y a quelque chose quand même lié à presque au sentiment d'échec de peut-être se réorienter ou comme... Tu sais, faire juste se questionner, essayer des nouvelles choses, se dire, ben j'ai fait ça pendant tant d'années. Ben c'est un peu ça, je pense, j'imagine le point de petite pause, puis des fois de quête dans la trentaine, c'est qu'on en a fait assez pour se dire, OK, mais là, j'ai fait ça à date. Est-ce que c'est parce que, vu que j'ai fait, je sais pas, 10 ans dans le monde professionnel avec ça, je suis pas nécessairement satisfaite? Est-ce que les 30 ans qui s'en viennent là, devant moi, ça peut être là en titi là, quand t'es pas nécessairement à l'endroit où tu te sens le mieux. Oui. Fait qu'il y a toutes ces questions-là aussi qui sont super importantes. Puis des fois, je pense qu'on se sent un peu mal quand nos études, il y a de l'argent qui est investi, il y a du temps. Il y a comme, on a l'impression des fois, je sais pas, comme est-ce que j'ai fait fausse route? Là? Oui. Des fois, on peut s'accrocher à quelque chose qui nous sert pas nécessairement. Le sentiment de honte, je te dirais, qui est vraiment présent, là. Ouais. Ça a été ma motivation derrière 10 000 matins. D'ailleurs, 10 000 matins, c'est grosso modo le nombre de matins où tu vas te réveiller pour aller travailler. Là. Fait que, tu sais, ça montre, c'est vraiment un repère temporel là, pour se rappeler de toute cette traversée-là qu'on a qui est
à un moment donné, après 10 ans, on peut en faire le constat, qu'est-ce qui reste devant nous, tu sais, mais tu as raison, il y a beaucoup des fois de honte ou de sentiments on continue la tête baissée parce que ça fait 10 ans que j'ai fait ça, j'ai fait toutes mes études. Est-ce que je vais nécessairement faire un changement? Est-ce que moi, je suis pas supposée être mélangée, là. J'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, je suis supposée savoir ce que je fais, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est comme de ne pas se donner la permission d'évoluer, tu sais, dans le fond. Tu sais, être mélangé, c'est ça. Le sentiment, c'est être mélangé, mais on est en train de faire une pause pour se réajuster. Tu sais, on est en train de mettre à jour là, notre situation. Mais c'est vrai qu'il y a une pression un peu de savoir. Puis moi, j'entends beaucoup les gens me dire « Ah, j'aimerais tellement ça, juste avoir choisi ma direction, puis comme jamais me poser de questions. » Oui. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens se posent des questions aussi, là. Mais c'est comme tabou, c'est pas nommé. C'est pas à ce point-là dit, tu sais. C'est comme si c'est un peu plus, je sais ce que je fais, tu sais. Mm-hmm. De se chercher, on dirait que c'est pas si bien vu, là. Non, mais c'est fréquent en même temps. C'est ça que j'aimerais qu'on normalise un peu, là. Oui. Ben, c'est qu'aussi, même la société évolue tellement vite. Les choses changent, les contextes professionnels. Juste moi, du moment où j'ai commencé à exercer ma profession, tu sais, j'étais à l'université, puis là, on parlait vaguement. Tu sais, à l'époque, j'ai fait journalisme, puis on parlait de... C'était les journaux écrits, tu sais, puis notre prof nous disait « Hey, ça se peut qu'un jour, là, il y ait comme un genre de journal qu'on brancherait et qu'on rechargerait. Puis là, les nouvelles apparaîtraient sur ce genre de journal. » Mais là, je suis comme « Hey, boboy, on est rendu loin. » Là, tu sais, ça a tellement changé depuis que j'ai étudié dans mon domaine. Puis la réalité change aussi. Les milieux évoluent rapidement. Il y a des nouvelles jobs. Je veux dire, ce que j'exerce en ce moment comme métier, ça n'existait pas. Quand j'ai étudié au début de ma carrière, tu sais, les choses évoluent, puis ouais, c'est ça, c'est comme, c'est difficile de l'assumer que ce changement-là, ou en tout cas que ce qu'on a fait avant, que c'est plus en ce moment, c'est le passé, puis de le laisser dans le passé, puis de passer à autre chose, c'est... moi aussi, j'ai eu... Tu sais, j'ai eu des soupers de famille un peu inconfortables là, où les gens étaient comme « ça va-tu? » Tu sais, puis j'ai des amis aussi qui ont fait médecine, qui ont fait leur barreau, qui finalement sont genre « j'haïs ça. » Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je veux pas me l'avouer, mais j'aime pas ça. Oui. Mais c'est parce qu'on voit tout l'impact de ce changement-là à faire. Tu sais, la montagne, elle a l'air grosse, puis on sait ce qu'on quitte, tu sais, avec tous les deuils à faire, mais on sait pas ce qu'on va... nécessairement gagner, avec la peur de se tromper de nouveau. Si je me suis déjà trompée, je vais-tu me tromper encore? C'est ça qu'on entend souvent. T'sais. Fait que l'idée aussi de ne pas nécessairement faire un changement drastique, mais prendre vraiment le temps de la réflexion, puis de faire un choix éclairé, puis on n'aura jamais la certitude. Moi, ce que je dis aux clients, ça, je dis pas le... Voilà, t'es fait pour ça, ça va bien aller. Là. On n'est pas dans la baguette magique, mais on est quand même capable d'explorer davantage pour être capable de t'aider à te projeter pour savoir l'impact que ça va avoir sur toi, donc le potentiel d'être bien et tout ça, tu sais, mais c'est quand même, c'est gros de faire ces constats-là. Puis des fois, j'ai une cliente qui me disait ça cette semaine, c'était quand même frappant, mais elle dit sur papier, j'ai mon emploi de rêve, mais je déteste ça. Fait que tellement d'autres facteurs, tu sais, des fois c'est le contexte, le type de clientèle, comme j'aime les tâches, mais c'est comme contaminé par... la culture de travail, tu sais, dans ce milieu-là, par exemple. Tu sais, fait que c'est triste parce que ça devient avec je serais bien et j'aime ça, mais pas dans ce contexte-là, tu sais. Fait que là, c'est comme une orientation, un changement d'orientation un petit peu plus forcé, si on veut, tu sais. Est-ce que tu as tendance à avoir plus des gens qui s'accrochent aux choses ou plus des gens qui sont comme « et voilà, je quitte tout ». J'ai les deux, mais j'aurais tendance à dire en général, les gens souhaitent quitter, tout quitter. Bien, tout quitter, mais ils sont encore là mais ils ont cette envie-là, si tu veux, ce fantasme-là de tout quitter. Puis il y en a qui vont le faire en étant accompagnés puis soutenus. Puis il y en a qui vont se dire « Ouh, une chance, je ne l'ai pas fait. » Tu sais, ça aurait été peut-être impulsif. Puis finalement, j'aurais peut-être traîné mes patterns ailleurs, tu sais. Ah, c'est comme une relation de couple, hein? Des fois, t'es comme, je vais quitter cette relation, tous mes problèmes vont être réglés. Finalement, tu transposes tes mêmes patterns dans la nouvelle relation. T'es comme, ah non, c'est ça, c'est pas le partenaire le problème. Il faut que j'aille regarder des choses à l'intérieur de moi. C'est ça.
Ouais, le côté complexe de tout ça, mais... Donc, quelqu'un là, qui nous écoute présentement et qui est en train de caresser ce fantasme de tout quitter, là, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ben, venez voir 10 000 matins, Ouais. là, premièrement. Mais de prendre, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, on dirait, j'ai envie de dire pause, tu sais, pause, Ouais. puis être capable d'observer un peu plus ce qui se passe, mettre des mots conscientisés sur ce qui peut avoir de l'impact sur cette envie de quitter-là, tu sais. Mhm. Parce que derrière l'envie de quitter, c'est quoi? Qu'est-ce que derrière l'envie de quitter? C'est ce que je disais tantôt. Est-ce que c'est un manque d'outils, tu sais, de compétences? Puis dans le fond, avec des outils, on pourrait traverser cette tempête-là, tu sais. Ou, dans le fond, on n'est vraiment pas à notre place. On essaie de se convaincre qu'on devrait l'être. Puis dans le fond, on a besoin de ce courage-là, tu sais, de tout quitter. Ou on est fatigué par mille et une choses, puis peut-être dans notre vie personnelle. Puis ça vient impacter, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est d'essayer de faire un petit peu un état des lieux, là. Oui. Ouais. Puis des fois, d'être accompagné pour faire cet état des lieux-là, ça nous permet de jeter un regard qui est plus global, ouais. plus complet, là. Ouais. Et dans les grandes transitions de la vie, parce que l'on parle de transition professionnelle, il y a la transition vers la maternité. Oui. Quand on a un premier enfant, ou même dans les enfants subséquents, là, mais quand on prend une pause du travail pour aller fonder une famille, pour avoir des enfants, ça vient avec des grandes transformations identitaires, personnelles. Puis après ça, ben quand le congé se termine, puis congé, moi je vais mettre des guillemets là-dessus, je trouve pas que c'est un congé, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais quand on retourne après ça sur le travail, ça peut être synonyme de plein d'affaires. Là. Moi, je l'ai vécu comme à la fois un grand bonheur de retourner travailler parce que j'aime ça, ce que je fais, puis en même temps, une espèce de terreur de genre, wow, beaucoup de nouveaux paramètres. C'est ça peut être vraiment vu de plusieurs façons. Puis, justement, tu viens de lancer un livre sur le sujet, qui est Maman travaille là-dessus. Oui. Donc, j'avais le goût qu'on aborde ça parce que c'est quand même un gros morceau dans la vie. Et surtout, et qu'on ne nous prépare pas à ça. Exact. On parle de l'accouchement, le postpartum, tellement d'affaires, l'allaitement. Puis là, le travail, c'est comme, ben garde, ça va revenir juste comme avant. On dirait que c'est cette espèce d'attente-là de genre, bon, ben ça, c'est le retour à avant, mais là, c'est plus vrai. C'est là, plus avant, il y a un avant puis un après. C'est ça, la personne qui existait n'existe plus. Là. Il y a une nouvelle personne. Comment, qu'est-ce que tu remarques le plus? Est-ce que c'est souvent quelque chose avec lesquels les gens arrivent dans ton bureau? Oui, tu sais, parmi effectivement plusieurs transitions possibles dans la sphère du travail, c'est une transition que j'ai remarquée qui était bouleversante, positive ou impactante ou difficile parfois. Mais ça, je voyais beaucoup dans mon bureau, puis ça m'a vraiment... c'est là que mon intérêt s'est développé, puis j'ai peut-être un intérêt personnel aussi là-dedans. Tu sais, T'es maman. Je suis maman aussi. Fait que je le remarquais, là, je me suis mis à plus m'informer sur le sujet, puis en faire un peu une petite spécialité, si on veut. Fait que j'ai beaucoup de clientèle de mamans qui viennent me voir. Puis c'est ça, je me suis rendu compte qu'on est mal préparé, mal outillé. Juste le fait que ce soit, c'est ça, pas assez discuté, l'impact est majeur parce peut-être qu'on vient moins bien préparé, on se met des trop grosses attentes. Après ça, il y a tous des sentiments de honte, de culpabilité qui peuvent s'installer. Puis ça, je trouvais ça vraiment triste. Que j'étais comme, OK, est-ce que je peux outiller davantage juste pour qu'on comprenne ce qui se passe, puis aider chacune de ces mamans-là dans leur retour ou dans leur vie professionnelle avec un jeune enfant à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle, puis peut-être à se repositionner dans la sphère du travail parce que ça vient changer beaucoup de choses. Fait que c'est une transition qui bouleverse l'identité, comme tu l'as nommé. T'sais, donc, c'est pas juste un arrêt puis un retour, ça peut modifier nos priorités, nos besoins. On parlait des besoins tantôt, puis j'ai des clientes qui étaient dans une sphère de travail, puis là, ils reviennent, ils font comme, mon Dieu, ça a moins de sens pour moi. C'est là, tout est bouleversé nécessairement avec ce qui convenait avant, peut-être ne convient plus. Puis il y a toute la question des attentes qu'on a envers nous-mêmes, la personne qu'on se connaissait dans le monde du travail, puis là, on devient parfois une nouvelle personne, peut-être qu'on a moins de temps à y consacrer au travail, par exemple,
ou moins l'énergie. Tu sais, en retour de congé, particulièrement avec des jeunes enfants, des fois, l'énergie est affectée. Donc là, le stress de performance peut s'installer. Fait que, ouais, c'est ça que j'aborde. Mm-hmm. C'est ça, c'est qu'il y a tellement eu de changements intérieurs profonds dans l'identité, là, la fameuse matrescence. On en a parlé dans le podcast déjà, mais ce changement identitaire-là, après ça, tout ton contexte de vie change. Il y a toutes sortes de paramètres. Puis là, après ça, c'est ça, tu l'as super bien nommé, là, c'est comme pause-retour, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. Puis je pense qu'on... Je sais pas si ça relève des employeurs ou juste de le reconnaître. Puis ton livre va contribuer à ça, j'imagine, d'ouvrir la conversation sur à quoi s'attendre, puis comment préparer ça, puis de peut-être justement ajuster nos attentes, notre perspective par rapport à ce retour-là au travail. C'est ça. Puis comment comprendre qu'on le vit, comment nous, on le vit, tu sais, parce qu'effectivement, tu l'as bien nommé, des fois, on a hâte puis on n'a pas hâte. Mm-hmm. Fait que, tu sais, le travail peut occuper une place dans notre vie, tu sais, dans notre identité de femme, un peu plus. Puis ça vient balancer, puis on a hâte. Tu sais, moi, je fais partie de ces gens-là aussi. Puis en même temps, il y a tout le contexte de conciliation qui est complexe. Puis tant qu'on ne l'a pas... On n'est pas dedans, on peut l'avoir anticipé, mais c'est quand on le vit qu'on est en adaptation. Là. Mm-hmm. C'est une période d'adaptation. Donc, là, il y a des essais, des erreurs. Puis, oui, les employeurs peuvent quand même jouer un rôle là-dedans, clairement, en étant conscientisés. Comment on accompagne les employés à leur retour. Puis, tu vois, j'ai écrit le livre pour conscientiser aussi, mais j'essaie de travailler un petit peu plus en entreprise. Donc, moi, j'ai un programme aussi en entreprise. Mm-hmm. Pour dire, bon, mais on peut s'en occuper des parents, tu sais, qui reviennent pour pas qu'ils changent de carrière. Là, moi, je suis conseillère d'orientation. Mon but, c'est pas qu'ils changent, c'est qu'ils soient bien, puis qu'ils restent, puis qu'ils s'adaptent sainement à leur retour au travail, tu sais. Donc, tout le concept de l'adaptation. Puis j'ai lu dans ton livre qu'il y a 20% des nouveaux parents qui estiment, en tout cas, qui n'ont pas de soutien. Donc, qui sont comme juste... manque de tout ce système-là autour pour les soutenir, puis justement être capable de nourrir toutes les sphères de la vie, parce que c'est ça, on dirait qu'il y a cette attente-là, cet espoir-là, puis c'est correct de l'avoir, mais mettons d'être maman épanouie, puis d'avoir une carrière épanouissante, puis là d'avoir les deux, puis là après ça de revenir au travail, d'être comme shit, comment ça va être possible, cette affaire-là, puis... Il y a une partie qui est un travail personnel, là, intérieur, mais il y a une partie aussi, j'ai l'impression, de culture. Puis dans ton livre aussi, tu parles du fameux plafond de verre. J'ai adoré ça. J'avais jamais entendu cette expression-là. Tu sais, on parle souvent du fameux plafond de verre. Mais le plafond de verre aussi, comment est-ce que la maternité peut, dans le milieu professionnel, être comme un frein, d'une certaine façon, comme aux ondes nommées, là, puis concrètement, là, ce que ça veut dire. Oui, vraiment. Puis dans certains secteurs, probablement plus que d'autres, on peut remarquer. Mm-hmm. Mais d'être consciente de ça, puis de voir comment on se sent là-dedans, tu sais, parce que est-ce que nécessairement, il y en a qui ont envie de gravir les échelons, tu sais, d'être plus dans je parle beaucoup de l'avancement professionnel, tu sais, qui peut avoir plusieurs niveaux, là, tu sais, qui peut avoir un niveau vertical, mais aussi un niveau horizontal. C'est quoi la différence entre vertical vertical, c'est comme le plus classique qu'on connaît, là, c'est-à-dire monter en niveau de responsabilité, par exemple. Le niveau horizontal, ça peut être de modifier des rôles ou des responsabilités au sein de la même organisation. Puis, il y a l'avancement par plateau aussi que j'ai aimé aborder parce que je trouvais qu'il était peut-être mal connu puis aussi boudé. C'est-à-dire, c'est correct aussi pendant un certain temps de stagner, en gros guillemets, tu sais. Ça peut sembler péjoratif pour certains de dire stagner, mais des fois, c'est de dire, OK, mais pendant un certain temps, là, pendant que le crunch de mes enfants qui sont en bas âge, puis que je dors pas, puis qu'on a plein de virus, je reste dans une zone de confort, de compétence, par exemple, tu sais. Je maintiens ça, tu sais. Je mets pas trop de changement de responsabilité, par exemple. Fait que, mais en se disant, ça peut être temporaire. Puis après, si je veux avoir un sentiment d'ajouter d'autres responsabilités plus tard, je le ferai. Fait que c'est par plateau.
C'est intéressant de voir ça. Ça donne le droit, tu sais. Oui, d'avoir le droit de... Ouais. Puis moi, j'avais la culpabilité, je pense que c'est un mot qui revient vraiment souvent. Là. La culpabilité, elle est sur plein de niveaux pour plein de raisons différentes, mais on dirait que j'avais une certaine forme de culpabilité d'être moins... d'avoir moins d'aspiration professionnelle pendant un certain moment. C'est comme si je me sentais poche, je me sentais un peu loser d'être comme « Hey, en ce moment, je n'ai pas de rêve professionnel. J'ai juste envie d'aller travailler. Je ne vais pas dire punch in, punch out, là, pas à ce point-là, mais d'aller travailler puis de revenir pour prendre soin de mon enfant puis de prendre soin de ma vie de famille. Puis ça va être ça pour l'instant. Puis j'aspirais pas à développer des nouvelles choses ou justement de monter des échelons. C'est pas très applicable dans ce que je fais, mais un peu quand même, tu sais, tu as bien dit l'ambition, par exemple. Oui, j'ai comme perdu un peu cette espèce de drive, d'ambition-là qui était très caractéristique de ma vingtaine et de ma vie avant de devenir mère. Puis je me suis vraiment posé beaucoup de questions profondes par rapport à ça, de c'est quoi la place de l'ambition, puis est-ce que, justement, d'une perspective féministe, je me disais, ben justement, je pensais beaucoup à ce... Maintenant, j'ai des mots, ce fameux plafond de mère-là. Puis j'étais comme, c'est injuste. Moi, je dois prendre, tu sais, je me voyais un peu victime. Je suis comme, moi, je dois prendre comme presque 2 ans où je suis pas tellement disponible pour le travail. J'y retourne, mais regarde, je fais le minimum. Je suis pas aussi présente. J'ai pas autant d'acuité qu'avant. Je sais que ma valeur, je vais mettre vraiment des guillemets là-dessus, mais ma valeur dans le milieu professionnel, elle est pas aussi élevée qu'à une certaine époque. C'est comme ça que je me sentais, là. C'était ma perspective par rapport à ça. Puis j'étais comme, c'est pas juste, les hommes vivent pas ça. Pendant ce temps-là, eux, ils continuent à monter, puis nous, on est ralentis. Puis je me sentais vraiment dans une tension par rapport à ça. Puis j'ai trouvé de l'apaisement quand j'ai arrêté de voir ça comme un conflit, tu sais, puis comme quelque chose que je tissais. C'est des sphères de ma vie que j'essayais d'arrimer, puis de tisser, puis de nécessairement, comme comment est-ce que ces choses-là peuvent cohabiter dans l'harmonisation, en tout cas. Mais t'es comme... Tu t'es enlevé un petit peu de la résistance. Puis là, une fois qu'on enlève la résistance, ben c'est là qu'on peut davantage s'adapter puis manier notre vie, effectivement. Oui. Puis toi, tu le vivais-tu aussi en termes de comparaison sociale? Parce que ça, j'observe beaucoup. Fait que, si tu dis, moi, toute ma vingtaine, quand on était dans des rassemblements avec des amis ou des gens, tu sais, je parlais de ma vie professionnelle, où est-ce que j'en étais, Puis là, je sais pas, je parle de couches, je parle de... Fait que là, c'est comme, wow, OK, je me reconnais plus, là, mais en même temps, peut-être que c'est ça notre phase de vie, puis c'est ça qu'on veut, mais ça clash, dans le fond, on le voit que nos priorités ont changé ou c'est plus pareil, puis là, après ça, face aux autres, face à notre employeur, face à nous-mêmes, on se demande ce qui se passe, tu sais, c'est-tu correct, c'est supposé? Oui, ou face à des collègues qui ont pas d'enfants, de dire comme, oui, c'est bien facile pour elle qui a pas, après ça, qui retourne pas ou qui a dormi 8 heures, puis moi, j'en ai dormi 4 de peine et de misère, super fragmentée. Tu sais, il y a ça aussi, ce sentiment-là de comparaison, ou en tout cas d'être en résistance par rapport à ce changement identitaire-là, de faire comme, mais c'est ça ma réalité, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est ça qui se passe dans ma vie en ce moment, donc c'est normal. Indulgence, là. Oui, vraiment. Mais moi, ça a été quand même un moment que j'ai trouvé comme pas évident à naviguer, puis aussi, la culpabilité puis on en a parlé un peu, mais d'avoir le goût de retourner au travail aussi. Oui, c'est ça. Oui, parce que, je sais pas, puis même dans mon podcast, on parle de la théorie de l'attachement, puis de vouloir avoir nos enfants proches de nous, puis tout ça. Puis moi, j'avais hâte de recommencer à travailler. j'avais hâte de regagner le milieu du travail. Puis en même temps, mon cœur se déchirait d'amener ma fille à la garderie. Je voulais pas l'amener à la garderie. J'étais en résistance. Je voulais la garder à la maison. Donc, j'ai prolongé mon congé de maternité. Je suis pas retournée tout de suite travailler. Puis il y avait toute cette... On dirait qu'à partir de ce moment-là... on dirait que c'est plusieurs identités qui se composent, hein? Comme quand on devient mère, t'es comme, il y a la professionnelle, il y a la maman, il y a l'amoureuse, il y a l'amie. Puis là, c'est comme, tout ça doit cohabiter. Puis des fois, c'est de juste rajouter une nouvelle information. On dirait que ça demande une réorganisation profonde. Oui, vraiment. Puis c'est juste le retour au travail, là, de pas prendre ça à la légère, mais de dire, justement, ça va être une grosse réorganisation. Pas pour faire peur, mais juste pour mieux s'y préparer, tu sais. Souvent, les mamans, avant d'accoucher,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplir leur congélateur, ils vont faire le ménage de leur maison. Mais faire la même chose, puis ils vont avoir peut-être un peu plus de soutien. Tu sais, c'est comme ils s'organisent un petit réseau en général, le post-accouchement, si on veut. Mais post-retour aussi, là. On met préparé d'avance ton petit spag à dégeler parce que tu vas être fatigué à la fin de ta journée. Tu sais, rends-toi ça un peu plus paisible. Ça ne sera pas totalement, mais juste t'aider un petit peu à traverser cette transition-là ou d'interpeller davantage tes amis, tu sais, en soutien, en sachant que c'est une période de transition, on se prépare mieux, en fait, c'est ça. Oui, dans toutes les périodes de transition dans la vie, on a besoin d'être préparé, on a besoin de ressources qui sont peut-être pas toujours nécessaires, mais... On l'apprend à la légère un peu, le retour au travail, je remarque. Ouais. Moi, je me rendais compte aussi... Puis je pense que la culture a changé. Là, ma fille, elle a 6 ans. Puis quand j'ai recommencé à aller sur des plateaux de tournage, à travailler, tout ça, je me sentais... J'étais comme, OK, là, en ce moment, il faut que je revienne et je fasse comme si rien s'était passé. Puis là, j'étais comme, parce que j'ai l'impression que c'est ce que toutes les femmes font. On dirait que, puis là, mes seins étaient gorgés de lait. J'étais comme, il faut que j'aille tirer mon lait. Est-ce que je le dis que je dois aller tirer mon lait? Mais là, les gens vont être comme, mais là, après, on met une longue pause. Puis, tu sais, il y avait tout ça. Je suis comme, comment est-ce que je peux conjuguer tous ces aspects-là de ma vie qui font partie de ma vie dorénavant? Est-ce que je le nomme que j'ai pas bien dormi ou est-ce que ça va être mal perçu dans le travail parce qu'on va se dire, OK, Vanessa, on a les mêmes attentes envers tout le monde. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un peu injuste d'avoir un traitement plus indulgent parce qu'elle n'a pas bien dormi? Puis est-ce que les gens vont se dire, elle est moins compétente parce qu'il y a justement un petit peu moins d'acuité dû au manque de sommeil? Il y avait tout ça où j'avais l'impression que je devais faire comme si rien n'était, puis je me sentais là, comme en mode... incognito, il ne faut pas que ça paraisse que je suis mère. Il y a un peu ça, puis caché. Oui, mais c'est peut-être pas dans tous les milieux, mais je me sentais vraiment comme ça. Oui. Non, je l'entends beaucoup, je le remarque beaucoup aussi, puis tu sais, ça me fait penser aussi au mythe de la superwoman, tu sais, fait que justement de dire, ben parfait, tu sais, je suis là, puis c'est comme si rien n'était, puis on continue, on performe. Puis non, c'est pas vrai, je suis pas rouillée. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai pas exercé ça. Je suis pas rouillée pantoute. Je vais pareil, tu sais. Fait que c'est comme ce manque de compassion ou d'indulgence envers soi-même. Tu sais, c'est énormément de pression là, que j'entends, là. Ouais. Est-ce que dans le milieu du travail, tu sens que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus large que ça dans notre perception des mères, du rôle que les mères jouent dans la société de façon générale. C'est comme s'il y avait, puis je pense que dans la nature du mot conciliation, la nature de ça, il y a un conflit qui est inhérent. Quand il y a conciliation, c'est parce qu'il y a un conflit entre différentes affaires. Quand on parle de conciliation, travail, famille, c'est de se dire, ben là, il y a un petit conflit entre la famille et le travail. C'est comme, il y a 2 sphères qui tirent d'un bord puis de l'autre, là, puis on va essayer de trouver c'est quoi la conciliation entre les deux morceaux qui tirent. Mais peut-être que c'est moi qui suis dans l'espèce d'utopie, mais je me demande comment est-ce que on pourrait peut-être justement faire en sorte que ce soit pas conflictuel, le fait c'est tellement une contribution sociale énorme, être parent, puis j'ai l'impression que c'est peu valorisé, ou en tout cas, c'est comme presque une nuisance dans le monde professionnel. Je suis d'accord avec toi. Il y a une réflexion plus collective ou globale à avoir. Moi, je suis beaucoup plus dans l'accompagnement individuel, mais je me rends compte évidemment, ça a ses limites. Là. Le marché du travail à avoir la façon dont on parle de cette conciliation-là. C'est tous des petits détails. Il y a vraiment place à amélioration. Là. Je pense que c'est un sujet qu'on doit commencer à en parler, puis que c'est pas fini. Là, fait que j'ai pas toutes les réponses à ça. Donc, je me questionne moi aussi à qu'est-ce qui pourrait davantage nous aider à mieux concilier. Est-ce que ça soit moins un conflit, justement, entre le travail et la maternité, par exemple, ou la parentalité, on pourrait aussi parler, mais qu'est-ce qui coince, là? Puis est-ce qu'on peut faire en sorte que, justement, on ait des parents qui vont travailler, pas nécessairement juste des travailleurs qui sont aussi parents? C'est une bonne question. Je pense que c'est une question à se poser collectivement. Et comme des attentes, on dirait, de performance au niveau du travail qui font en sorte que
c'est pas vraiment possible d'avoir une saine vie de famille, j'ai l'impression, avec ces attentes-là. Donc, est-ce que c'est à revoir les attentes du monde professionnel? Je sais pas où la place, puis on parle de la semaine de 4 jours, ou peu importe, mais clairement, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qu'on doit questionner collectivement. Puis c'est ça. Première étape, effectivement, de se regarder, de prendre soin de nous, de s'outiller, mais aussi de l'inscrire dans peut-être une réflexion qui est peut-être plus collective. Oui, c'est ça. Comme, OK, s'il y a autant de difficultés à arrimer puis à être présent dans toutes ces sphères-là, ça doit être une question qu'on doit se poser. Oui, puis je trouve que c'est important parce que ça enlève l'entière responsabilité. C'est pas juste parce qu'on a de la difficulté à concilier là, que c'est difficile, tu sais. Fait que oui, on peut s'outiller, mais il y a quelque chose qui explique ça de plus global. Dans les défis associés à... Mettons, est-ce que harmonisation, travail, famille, ça pourrait être un mot? Je sais pas. Ça. OK, on va utiliser ça. À partir de maintenant, dans l'épisode, j'arrête de dire conciliation, je vais dire harmonisation. OK, dans l'harmonisation, travail, famille, concrètement, il y a quelque chose par rapport à la charge mentale, je pense, qui complexifie les choses, disons-le. Je veux dire, quand tu n'as pas d'enfant, bon, tu as un chien, tu as des plantes, tu as des amis, tu as des affaires, mais quand il y a un enfant qui se rajoute à ça, bon, la charge mentale, ça se déploie, puis tu es comme, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Est-ce que tu aurais des puis j'en ai vu un petit peu dans le livre, des petites stratégies ou des petits trucs pour justement se permettre d'avoir une charge mentale qui est plus gérable, ou comment l'alléger, ou de se donner des outils concrets qui peuvent être des genres de remparts quand on vient rajouter la sphère de la parentalité dans notre milieu professionnel et dans notre vie de travailleur-travailleuse? Oui. Bien, le premier, je vais essayer de le rendre le plus concret possible, mais je ne peux pas en parler, mais c'est quand même de faire certains deuils. Donc, le côté, là... nécessairement tout avoir ou tout en même temps, là, tu sais. Donc, il y a peut-être des choses qu'on va mettre de côté. Puis, des fois, j'aime dire, peut-être que tu le mets de côté de façon temporaire. Tu sais, c'est pas définitif, c'est pas aux poubelles. Ça peut être une partie de toi qui, en ce moment, c'est pas une priorité, par exemple, tu sais. Fait que des fois, de faire des choix comme ça, renoncer, des fois temporairement, à des sphères ou des activités ou des intérêts, par exemple, tu sais. Mais il y a une grande question. Fait que ceci étant dit, on est plus en mesure d'être capable de prioriser comme il faut par la suite. Ouais. Fait que des méthodes de priorisation, certainement. J'irais aussi, quand c'est possible, là, je sais que c'est pas possible dans toutes les sphères de vie, mais de s'allier davantage avec son gestionnaire. D'oser peut-être aller avoir ce genre de discussion-là. Puis là, je mets un bémol là-dessus parce qu'il faut quand même sentir l'ouverture, sentir c'est un safe space pour le faire, mais quand même, des fois, on n'ose pas, tu sais, puis quand on le fait, ben OK, on arrive à harmoniser davantage, tu sais, nos journées, par exemple. Fait que là, ça diminue la charge au travail, ce qui nous aide à être plus disponible à la maison par la suite. Évidemment, fait que, tu sais, on parle du travail, mais on parle de la sphère personnelle aussi, puis un vient jouer dans l'autre. Fait qu'une fois qu'on est un peu plus harmonisé à la maison, ben ça va avoir de l'impact dans notre vie professionnelle aussi. Fait que la question de village est quand même intéressante là, à aborder. Fait qu'on parle de village, mais moi, j'aborde aussi le village professionnel, tu sais. Donc, le village professionnel, c'est comme d'inclure aussi nos collègues peut-être là-dedans, notre gestionnaire là-dedans, tu sais, je donne des exemples, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais notre collègue qui va peut-être prendre des notes dans une réunion dans laquelle on ne peut pas se présenter, par exemple, puis qui va nous appeler par la suite, fait qu'on est moins comme perdu ou en rattrapage, ou c'est ça, d'un soutien, un partage de tâches. Tu sais, c'est d'aller davantage vers les autres. Donc, pas tout miser sur soi pour gérer cette charge mentale. C'est tellement beau parce que c'est ça, on parle souvent du village autour des parents, puis de la famille, puis de prendre soin de l'enfant. En fait, le village est surtout autour de l'enfant et de plus en plus dans la discussion, on parle des mères, mais le village professionnel qui peut être là, justement... t'es pogné à la maison, il y a un virus. Là. C'est quoi, c'est quoi notre plan de match, mettons qu'il y a un imprévu comme ça qui est dû à, justement, la parentalité? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut être soutenu au travail? Comment on peut se soutenir mutuellement?
c'est beau là, de se dire « Ah non, c'est pas juste sur mes épaules, puis c'est pas moi qui faillis à mes engagements puis qui laisse tomber mon équipe, mais mon équipe, elle est là pour me soutenir. Hein. » Oui, c'est ça. Puis ça peut se parler en amont, tu sais, aussi, ce genre de... Mais c'est moins présent, là, mais ça, je l'amène parce que je pense que c'est une belle idée là, à essayer d'intégrer puis de parler entre collègues. Puis c'est déjà juste de le nommer, on peut se sentir juste soutenu puis écouter, ça apaise beaucoup là, au niveau de la charge. C'est très école de la vie, là, de parler de village. Là. C'est vrai. Puis j'ai déjà entendu parler, puis je suis pas une professionnelle du sujet, là, mais de la matrice d'Eisenhower. Oui, moi aussi, j'ai la misère à le prononcer. Je n'osais pas le dire au micro pour pas déformer. Eisenhower. Oui, c'est ça. On le placera en lien là, dans la description d'épisode. Oui, c'est ça. Ben, c'est un visuel très simple, mais très efficace, qui parle de ce qui est une tâche qui est urgente, importante, ou moins importante, urgente ou non urgente. Fait que nécessairement, c'est un cadran divisé donc en 4 sections. Fait que la tâche peut être urgente et importante, fait que nécessairement, elle est prioritaire, mais elle peut aussi être importante, non urgente. Puis là, c'est intéressant des fois de voir les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes, qu'on se garoche à faire parce que le sentiment d'urgence s'en prend de nous. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'il est intéressant de dire OK, c'est peut-être cette zone-là là, que je pourrais comme mettre de côté ou trouver d'autres alternatives ou justement peut-être elle n'est pas importante, fait que peut-être qu'on peut trouver une autre façon de la travailler. Fait que c'est vraiment de placer important et urgent dans le même... De distinguer, ouais. Puis c'est quoi, mettons, une tâche qui est urgente mais pas importante? Mettons. Oui, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Urgente, mais pas importante. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on Quelqu'un qui nous appelle, par exemple, fait que, OK, peux-tu faire ça là? Fait que c'est comme urgent parce qu'on appelle dans notre bureau, puis c'est comme, il y a un sentiment d'urgence. Oui. OK, j'aimerais ça que tu me le fasses pour aujourd'hui. Attends une seconde. C'est peut-être pas, dans le fond, c'est peut-être pas prioritaire à aujourd'hui. Là. C'est pas ce qui est le plus important à accomplir aujourd'hui. Fait que là, tu le replace à un autre moment. Ouais. Fait que je te dirais, il y a cet aspect-là, comme la fausse urgence, en fait, un peu. Ouais. La fausse urgence, oui, c'est ça. Ou les courriels qui rentrent, là, les notifications qui viennent t'interrompre dans ton travail. Puis là, c'est comme, j'aurais besoin de ceci, mais c'est vraiment pas important. Là. Oui. Dans le sens comme c'est exemple. pas... il y a quelque chose qui va devoir être fait. Puis, oui. Puis peut-être que tu vas la classer ailleurs à un autre moment. Ça va être fait à un moment donné. Oui. Puis déléguer aussi. Moi, très difficile, mais déléguer certaines choses, on dirait que pour moi, c'est lié beaucoup à l'échec. Là. Quand je dois déléguer, on dirait que je fais comme c'est parce que je suis pas capable de tout faire. J'aimerais donc être capable de tout faire, mais comme je suis faible et pas capable de tout faire, je dois déléguer malheureusement. C'est ça, hein? Mais c'est comme ça le narratif intérieur. C'est ça le narratif. C'est le sentiment qu'on devrait être capable. Puis à la limite, l'autre à côté, elle a l'air capable. Fait que moi aussi, je devrais être capable, tu sais. Mais on n'a tellement pas conscience de... Tu sais, chacun a ses ressources, puis chacun a sa façon de vie. Mais effectivement, tu sais, fait que ce discours intérieur-là, je pense qu'il est très nuisible, puis augmente la charge, puis le risque d'épuisement professionnel, en fait, là. Fait qu'il faut comme flexibiliser un peu le discours, puis faire comme, bon, ben justement, peut-être commencer à déléguer des choses qui nous intéressent moins. Peut-être déjà à la base, tu sais. Fait que c'est peut-être un peu plus facile à déléguer. Apprendre à déléguer, en fait. C'est comme un muscle, ça s'apprend, là, tu sais. Puis au début, on va être très inconfortable. Puis après ça, on va peut-être en voir l'impact positif. Puis là, tranquillement, OK, ça va nous aider à déléguer davantage. Parce que c'est vrai, tu sais, on peut penser à déléguer, mais entre le savoir puis le faire, c'est comme... Puis des fois, moi, je me dis que ça va être encore plus compliqué de déléguer parce que là, je vais devoir faire des suivis sur ce que j'ai délégué. Puis là, je vais avoir... je suis comme, ça, laisse faire, je vais juste le faire. Mais au final, l'accumulation de toutes ces petites choses-là qui sont des choses que j'aurais pu déléguer, bien, ça s'accumule. Puis là, je fais... Mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a une espèce de congestion au niveau de ce que j'ai à faire dans une journée. Mais ça me fait penser au classique... déléguer même dans sa maternité, là, tu sais, juste au début, que ce soit même au papa, là, tu sais, quand tu es en congé de maternité puis que nécessairement tu connais un petit peu plus ton bébé dans la journée, des fois, ça peut être difficile de déléguer même au papa ou à d'autres personnes en disant, ben je le connais, mon bébé, je vais le faire mieux et plus vite. Je sais répondre à son besoin, mais il faut laisser les autres apprendre,
Ouais. aussi. Ouais. En tout cas, c'est la même chose au travail. T'es pas l'unique personne qui peut faire ces choses et prendre soin. Et C'est ça. Même si tu le sais peut-être un petit peu mieux. Oui, c'est Ça ça. n'a pas toujours besoin d'être toi qui le fais. C'est ça. C'est ça. Oui, mais je trouve que ce sont des apprentissages qui sont quand même parallèles. Oui. C'est intéressant parce qu'il y en a un qui est vraiment dans une sphère qui est plus personnelle, qui est plus intime, puis quelque chose qui est vraiment plus dans le monde extérieur à nous, mais ce sont vraiment des apprentissages qui sont connexes, qu'on fait un peu simultanément. C'est vrai. C'est juste que des fois, c'est comme... Ça fait oui. Ça fait beaucoup en même temps. J'entendais aussi, justement, quand tu parlais de plafond de mer, puis c'est un peu en reflet à ce que tu viens de dire, que il y a c'est une autre statistique. Moi, les chiffres, des fois, ils me parlent. Mais oui, c'est frappant. Que 40% des mères qui ont un enfant de moins de 4 ans, puis dont le partenaire ou la partenaire travaille à temps plein, ben, vont soit quitter le monde du travail ou se mettre à travailler à temps partiel. Puis qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette statistique-là? Comment tu la lis, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui. Moi, derrière ça, je dirais, c'est toute une question de savoir comment la personne se sent dans ce choix-là. Parce que je vois des gens qui ont envie de se retirer, ont envie de se faire ce choix conscient-là. Puis il y en a d'autres qui sentent qu'ils n'ont pas le choix, mais sont comme coincés. Fait que ça, je trouve ça très différent. Fait que je pense que c'est un fait. Nécessairement, on voit avoir des enfants, ça rajoute une charge. Le travail, c'est une forme de charge. Fait qu'à un moment donné, il y a comme des limites. Là, fait que c'est important de les voir ou de les connaître, puis comment on concilie ça. Fait que des fois, de moins travailler, c'est une option. Mais mon questionnement derrière ça, c'est toujours de dire comment la personne se sent ou l'équipe parentale se sent là-dedans. Puis ça revient, je pense, à la discussion plus globale de faire comme, OK, c'est-tu parce qu'on... Est-ce qu'on échoue un peu là, dans l'aspect de conciliation? Est-ce que c'est à cause du monde du travail un petit peu trop? Là? Est-ce que le monde du travail est tellement exigeant que ça fait en sorte... Qui nous empêche là, de concilier? Fait qu'une personne qui, par exemple, voudrait continuer de travailler, avoir sa sphère, disons, professionnelle épanouie, tout en étant maman, est-ce que c'est possible avec plusieurs enfants? J'ose croire que oui. J'ose croire qu'on puisse trouver des solutions concrètes à ça aussi. Ouais. Et aussi, peut-être normaliser le fait que, justement, quand tu as de jeunes enfants, d'avoir cette envie-là de rester à la maison, si c'est possible, que c'est pas un échec ou comme une espèce de manque d'ambition. Mais justement, cette espèce de manque d'ambition-là que j'avais et que j'ai parfois encore, lié au fait que j'ai envie de prioriser ma famille, c'est pas mal, c'est pas antiféministe, c'est pas nécessairement un recul que de faire ce choix-là aussi. Non, exactement. C'est effectivement... Puis, par contre, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui aimeraient le faire, qui aimeraient prendre un temps avec leur famille, mais qui financièrement, c'est pas possible. Ouais. Fait que là, le travail devient un peu comme quelque chose d'obligé. Oui. Oui, il y a quand même une petite forme d'absurdité des fois, là, d'amener ton enfant à la garderie pour travailler pour payer la garderie. Non, il ne reste pas grand-chose. Mais c'est ça aussi, il y a comme la place que prennent, ou comment on priorise les familles dans la société de façon plus large aussi. Oui. Mais bon, ça, ce sont des grandes questions. Mais des fois, j'aime l'aspect d'exploration. Si on vient à l'exploration, là, puis tu vois, pour mon deuxième enfant, moi, je l'expérimente différemment. Parce qu'ils ont quand même un gap d'âge. C'est quoi la différence d'âge entre tes enfants? OK. Oui, fait que je ne suis pas la même personne, je ne suis pas la même professionnelle, je ne suis pas à la même place dans ma vie non plus. Puis j'essaie d'appliquer mes conseils et mes recherches, évidemment. Mais fait que là, tu vois, j'essaie de mieux compartimenter la sphère travail et famille dans ce retour-là. Puis, juste le fait de terminer un petit peu plus tôt, ça change tout pour moi. Tu sais, je termine 1 heure plus tôt qu'à mon bébé précédent. Puis, ça change tout, la dynamique. Tu sais, fait que des fois, c'est comme un choix comme ça qui est peut-être pas, mon Dieu, j'ai arrêté de travailler, tu sais. Mais avoir réduit tout ça un petit peu, mais que ça a énormément d'impact sur ma soirée, tu sais. C'est moins dans le rush. On dirait que j'ai le temps de pouvoir avoir ce moment-là de connexion avant d'être dans le mode souper bain, tu sais. Fait que
des fois, c'est de tester un petit peu, OK, comment j'ai envie de le concilier, faire un test, voir comment on se sent, tu sais. Mm-hmm. C'est tellement un bon truc parce qu'effectivement, des fois, il y a ce manque de petites zones tampons là, entre mon chapeau de professionnel puis après ça, mon chapeau de maman. Des fois, c'est dur. Là, puis là, tu arrives avec tout ton stress de la journée de travail, tu retrouves ton enfant, se mettre dans la disponibilité puis la présence. Tu sais, ça demande une transition. Là. C'est comme... mon parallèle est un peu louche, là, mais c'est comme la sexualité. C'est pas genre, je suis en train de travailler et voilà, comme je suis dans le plaisir. Je veux dire, ça demande des transitions. Puis les enfants ont besoin de transition, les parents aussi. En tout cas, moi, j'en ai besoin de transition. Fait que cette heure-là peut te permettre justement une transition qui te permet d'être présente puis de ne pas être juste dans le faire. Parce que je pense qu'on est beaucoup de parents à sentir aussi quand on est en train de travailler je suis en train de travailler, puis là, j'arrive, puis c'est un peu comme un travail, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps dans la soirée, mais c'est comme une autre routine, puis c'est une succession de choses que je dois faire. Puis là, finalement, ta journée est une succession de choses que tu dois faire, puis là, tu te couches et on recommence sans cesse. Fait qu'il y a un certain épuisement, des fois, qui se retrouve là aussi, puis de... Mais le concept de la transition est assez intéressant. Puis c'est le fun de pouvoir s'observer parce que il y a beaucoup de mamans aussi qui font le choix, puis ça donne bien, tu sais, avec le travail hybride, par exemple. Fait que plus de temps, plus de travail à la maison, plutôt que de... Fait que là, c'est parfait, on peut faire partir une brosse de lavage le matin. Bon, c'est bien pratique. Fait que, on voit Mais des fois, il manque cette transition-là qu'avant je dis avant, parce qu'évidemment, il y avait moins de télétravail avant, mais cette zone-là... Dans des facs, il y avait moins de télétravail. Fait que c'est ça, tu sais, ce moment-là où on est comme entre le travail et la maison, puis un petit temps pour écouter de la musique, ou juste comme traverser d'autres pensées dans sa tête. Puis c'est un moment de transition, par exemple, qu'on a envie de vivre comme on a envie de vivre, mais des fois, de se permettre ça, même quand on est en travail à la maison. Fait qu'on on peut se dire, on finit de travailler, bang, on passe à l'autre tâche, tu sais. Mais de se permettre, puis là, encore là, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, là, ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, mais de se permettre ça, des fois, ça fait la grosse différence au niveau de comment on accumule, tu sais, de la fatigue cognitive qui peut s'accumuler, là, sinon. Oui. Donc, c'est ça un petit moment pour digérer les pensées, l'information de la journée, c'est recommandé. Les émotions. Oui. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait différemment à ton retour de 2e congé parental? Oui. Moi, je suis une personne qui aime le travail. Fait que c'est facile pour moi de rentrer dans cette sphère-là, puis de pas compter mes heures, puis de m'y perdre un peu, puis je m'y épanouis. Ouais. Mais ça a le revers, tu sais, de prendre beaucoup d'espace, tu sais. Fait que je dois m'imposer. Même si j'aime ce que je fais, je dois m'imposer de m'arrêter, de vraiment mieux compartimenter, parce que je le vois l'impact que ça peut faire. Fait que c'est comme une question de valeur ou de tenir d'être plus consciente si je suis alignée à mes propres valeurs, d'être plus présente pour ma famille en termes de temps ou physiquement, tu sais. Fait que cet aspect-là que j'ai changé. Je suis plus réaliste aussi sur ce que je suis capable d'accomplir en ce moment. Ouais. Puis là, je suis pas mal là-dedans, là, parce que mon enfant a 1 an, là, fait qu'il est en mode de début de garderie, virus et tout. Fait que, plus comme indulgente envers la situation, moins en train de résister puis vouloir tout accomplir en même temps. Donc, ça enlève une tension. Oui. Les attentes et la résistance à ce qui est, souvent, ça occasionne comme encore plus de mal-être puis de frustration, là, plutôt que quand ton enfant est malade. Moi aussi, des fois, tu sais, ma fille est malade, là, puis si j'observe mes pensées là, de façon très lucide et honnête, là, si je dis ce qui se passe pour vrai, là, je suis comme « Oh, shit! » Comme je me dis, oh non, elle est malade, elle va rester à la maison, il y avait cette affaire-là que j'avais le goût de faire, ça va m'empêcher de faire ça. Puis il y a une forme de résistance qui naît en moi plutôt que si j'avais un travail duquel j'étais plus détachée, je serais comme wouhou, je reste à la maison. Mais là, je pense à tout ce qui s'accumule et tout. Fait que de vivre cette résistance-là, bien, des fois, c'est comme.
ça fait juste empirer ma journée. Fait que d'être plus réaliste aussi, de se laisser, on dirait, de la marge de manœuvre. Je pense que comme parent, en tout cas, pour moi, là, comme maman, je me dis, OK, je pense qu'il faut que je me rajoute plein de marge de manœuvre partout. Oui. D'un coup que ça chie. Parce qu'il y a plus, on dirait, il y a plus de possibilités que ça ne se passe pas comme prévu. Oui, vraiment. Puis, oui, effectivement, d'être conscient de ça au lieu de comme faire du déni, en fait. Là. Fait que ça, souvent, c'est une autre chose que j'ai fait différemment. C'est il va en avoir des virus, tu sais. Donc, on ne sait juste pas quand. On ne sait juste pas quelle journée je vais devoir annuler. Puis je suis coupable aussi. Là, moi, c'est très difficile pour moi d'annuler une journée. J'annule une série de clients là, qui s'attendaient à me voir. Là. Fait que c'est très difficile de le faire. Mais là, j'essaie d'impliquer plus de personnes autour de moi. Fait que davantage un peu en mode village, puis avoir des... Puis je suis chanceuse, je suis bien entourée aussi, mais d'avoir des moments de stand-by virus. Là. Fait que là, moi, j'ai mes journées où je suis un peu plus stand-by, mon chum aussi, ma belle-mère, ma mère. Fait qu'à ce moment-là, les journées où je suis pas stand-by, bien là, je mets, mettons, plus de rendez-vous, tu sais, parce que je trouve que c'est moins facile à annuler. Puis les choses plus déplaçables, comme du travail administratif, ben je les mets dans mes journées stand-by. OK. Ça, c'est un petit truc que moi, je me suis donné. Est-ce qu'il y a des... Tu sais, mettons là, que quelqu'un... on voit ton livre, là. Si tu avais à nous résumer, là, ce que tu veux que les parents, les mamans ou les gestionnaires, ou comme qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toutes ces recherches-là que tu as faites, ces expérimentations-là, les constats que tu as faits auprès de plein de clients, de clientes, est-ce qu'il y a une chose que tu fais? Si j'ai un petit message à passer, là, ce serait quoi ton petit message que tu voudrais le plus passer? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Mon Dieu! Ben, je pense que ce qui me tient le plus à cœur, là, c'est le fait de se sentir moins seule dans cette transition-là. Vraiment. Puis justement, le cover du livre, là, c'est une maman pieuvre. Là. Je pense que c'est l'image tout indiquée. Là. Fait que c'est une grande transition à traverser. Puis il y a une façon de s'outiller, tu sais, puis de se préparer à cette transition-là. Fait que je pense que c'est le côté de se sentir moins seul, puis justement qu'on puisse se regarder puis s'entraider. Oui, puis de ne pas faire semblant que we got it together. Puis là, c'est l'image que ça renvoie à nos collègues, puis aux gens autour de nous, puis aux autres parents. Puis là, finalement, on se raconte un mensonge collectivement. Puis on se donne la pression. C'est ça. Puis on se dit, écoute, si elle y arrive, je devrais être capable d'y arriver. Mais elle n'y arrive pas pantoute, c'est juste qu'elle fait semblant. Puis c'est comme un petit signe avec les pattes en dessous de l'eau, là, qui est en train de vraiment pédaler. Puis elle est comme, si je suis toute gracieuse sur le dessus. Mais de se nommer les vérités, puis d'un peu enlever cette façade-là, je pense que de le normaliser, puis d'en discuter, c'est un premier pas là, pour générer des solutions qui sont pertinentes, puis qui viennent vraiment outiller les parents, puis aux gens qui ne sont pas parents, là, de les voir, les parents, puis je sais pas, d'en parler aussi, parce que c'est pas tout le monde qui choisit d'être parent, pas toutes les femmes qui choisissent d'être maman, puis tous ces choix-là sont merveilleux, sont valides, puis je pense que mutuellement aussi, de se parler de nos réalités, ça nous permet de mieux se comprendre puis peut-être mieux être capable de se faire des petites passes sur la palette puis s'accompagner puis créer le fameux village. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup de notre conversation, c'est ça prend un village dans nos vies intimes, mais dans nos vies professionnelles aussi. Ouais. Merci beaucoup pour ton expertise, toute ta douceur dans ta façon d'amener le sujet. Puis d'un point de vue un petit peu plus personnel, je suis dans ces réflexions-là du deuxième enfant, puis là, que tu dises qu'il y a une différence de 8 ans, on dirait que ça résonne, puis je suis comme, OK, ça se peut aussi de vivre 2 retours de congé de maternité différents. Fait que si, comme moi, vous avez vécu un premier qui c'était pas fluide, ça se peut qu'on puisse, tu sais, c'est pas obligé de se repasser de la même façon. Il y a des ajustements qui sont possibles, on peut apprendre, puis on peut, c'est ça, on peut avoir un nouveau retour de congé parental qui est complètement une autre histoire. Donc, merci. Juste pour ça, moi, je repars avec un petit peu plus de lumière et de joie de vivre et d'espoir. Merci pour ta présence. Merci à toi.